Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence depuis Paris et Yves Tremblay depuis Montréal. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Antoine Arjakovski, historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins à Paris. Antoine Arjakovski, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous nous adresserez à un public essentiellement médical, francophone de différents pays. Et pour présenter votre conférence, permettez-moi de reprendre l'introduction de l'excellente série intitulée Quel nouveau monde que vous avez réalisée pour In Extenso, série produite par The Conversation France et disponible en podcast et que chacun peut revoir. D'ailleurs, nous avions mis le lien sur notre site. Alors, pour reprendre cette introduction, en un an, un virus inconnu a mis la planète sans dessus-dessous, bousculant tous nos repères, et il a fallu vivre dans l'incertitude. Mais il nous faut réfléchir à la nature de ces crises, aux outils dont nous disposons pour l'affronter et surtout à ceux qu'il nous faudra inventer pour créer le monde de demain. Alors avec vous, nous allons essayer d'avancer. Merci encore. À vous la parole. Bien, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Je vous parle depuis la France et je vous parle pour effectivement essayer de réfléchir avec vous sur quelles pourraient être les propositions nouvelles pour un nouveau monde, pour sortir de cette crise endémique dans laquelle nous vivons, pas simplement en France ni dans le monde francophone, mais partout dans le monde. Et donc, je voudrais saisir cette occasion qui m'est donnée pour partager avec vous une recherche que j'ai menée au Collège des Bernardins à Paris avec une cinquantaine de chercheurs, avec une quarantaine également d'experts qu'on a auditionnés pendant 2 ans pour essayer on est parti de la crise qui a affecté la France, des gilets jaunes, et ensuite on a traversé plusieurs crises, et bien entendu la pandémie de la Covid, et on a abouti donc à cet ouvrage que vous pouvez voir sur cet écran, Voter Fraternité, 30 propositions pour une société plus juste, qui sort aux éditions Hermann, là au mois d'octobre 2021, et dont je suis l'un des co-auteurs et que j'aimerais finalement résumer. Alors à ma façon, je pense que chacun des auteurs le présenterait de façon différente et je ne le présenterai pas de façon exhaustive. J'en tirerai simplement ce qui me paraît être la substantifique moelle. Et donc aujourd'hui, je voudrais procéder en 3 temps. D'abord, repartir du contexte dans lequel nous sommes tous retrouvés, un contexte qui pour nous est un contexte de crise du monde ultralibéral, du monde ultra-globalisé, et d'un monde qui finalement révèle la crise d'une pensée libérale, ce dont on ne s'attendait pas. On pensait que la pensée libérale avait triomphé avec la chute du mur de Berlin et la fin du communisme. En réalité, eh bien non, on se rend compte que la pensée libérale est en crise aussi, et que le monde a besoin d'une nouvelle transcendance, d'une certaine altérité qui disparaissait dans la pensée libérale. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, je vais parler de la nécessité de repenser la justice, puisque la recherche que nous avons menée au Bernardin portait sur le thème « Quel nouveau paradigme pour une société plus juste ?» Et donc, on s'est beaucoup attardé avec des gens comme le philosophe Jean-Marc Ferry et bien d'autres sur cette idée que ça mérite il est nécessaire de passer un peu de temps à réfléchir sur ce qu'est la justice. Et une fois qu'on a fait ce travail, eh bien, on peut ensuite faire des propositions. Et dans une dernière partie, je dirais quelles sont nos propositions pour apprendre, construire, protéger, léguer un monde plus vivable et plus juste et plus fraternel. Et voilà, en conclusion, je dirais quelques mots sur la dimension spirituelle de notre recherche.
puisque le Collège des Bernardins est un lieu voilà, qui dépend de l'Église catholique en France et qui en même temps est en dialogue avec toutes les traditions religieuses et convictionnelles. Alors, c'est vrai qu'on a été marqué par des penseurs, par des textes comme celui du pape François sur Fratelli Tutti, sur la notion de fraternité, mais on a été marqué aussi par des philosophes comme Abdenour Bidar, qui lui-même est musulman et qui a développé beaucoup en France l'esprit républicain de fraternité. Donc, c'est dans cet esprit d'ouverture et de dialogue interconfessionnel, interreligieux, interconvictionnel que on s'est trouvé. Alors, pour commencer, donc, comme je vous le disais, on est parti de la crise des Gilets jaunes entre octobre 2018 et mars 2020. Eh bien, cette crise, on a voulu essayer de la comprendre, pas uniquement d'un point de vue sociologique ou géographique, comme étant une rupture entre le monde des villes et le monde des campagnes, entre ceux qui ont une éducation supérieure et ceux qui n'en ont pas. Tout ça fait partie de la réalité de ce phénomène qu'on a trouvé également dans d'autres pays comme en Angleterre au moment du Brexit et ailleurs. On a auditionné les garants du grand débat national qui a commencé en France au mois de janvier 2019, et notamment Isabelle Falque-Pierrotin, qui fait partie de notre conseil scientifique, mais également Pascal Perrineau, qui est aussi éminent, professeur à Sciences Po, etc. Et tous deux qui ont été grands garants du grand débat national. Et donc, en les écoutant, on a compris que finalement, le problème, c'était que c'était une définition de l'État au bout du compte. L'État libéral, qui faisait suite lui-même à l'État-providence, n'était plus en mesure de répondre aux besoins des citoyens. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a très vite compris que c'était une crise symbolique qui marquait la fin d'une certaine conception de l'État, l'État libéral, et le passage, peut-être, à une nouvelle conception de l'État qui serait un État fraternel, un État qui se mettrait au service de l'amitié sociale et de la fraternité. L'autre élément du contexte, bien entendu, qui a été évoqué par Yves Tremblay et Étienne Lemarié, c'est la question de la crise sanitaire. Donc, vous connaissez les chiffres, 5 millions de décès dans le monde. C'est gigantesque. En France, c'est plus de 130 000 décès aussi. Et donc, au-delà de ça, c'est la planète entière qui a dû vivre une partie de l'année confinée et à se poser des questions existentielles à tout moment. En sortant dans la rue, acheter une baguette de pain chez le boulanger, on risquait sa vie. Ça pose des questions métaphysiques. Et la première, là, j'ai marqué sur ce PowerPoint un certain nombre de propositions qu'on fait là, la 25, la 26, la 27. Mais en gros, la principale conclusion à laquelle on est arrivé de ce point de vue-là, c'est de dire que, alors qu'au moment de la crise de la Covid, l'État français voulait réformer les hôpitaux et dans un sens libéral, justement, marqué par le critère de productivité, nous, ce qu'on dit, c'est que non, ça ne peut pas être un critère de productivité qui doit être premier lorsqu'on parle de la santé des êtres humains. Ça doit être un critère de relationnalité, de personnalisme d'une certaine façon. La relation humaine doit primer quoi qu'il en coûte, et ça a été le mot du président Macron qui a été extrêmement important, qui montre ce tournant d'un État libéral à un État au service de la fraternité. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire on met la personne au-dessus de l'efficacité. Et puis le troisième élément du contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est la crise des relations internationales. Là, j'ai pris une photo des chars américains en Afghanistan. Ce qui nous a frappé, j'aurais pu prendre d'autres photos qui rappellent la crise endémique des relations internationales, que ce soit en Syrie, en Ukraine ou ailleurs. Ce qui m'a frappé avec l'Afghanistan, c'est que lorsque les Américains sont partis le 1er septembre dernier, on a rappelé combien d'argent avait été mis pour l'occupation de l'Afghanistan par les forces américaines. Eh bien,
figurez-vous que depuis 20 ans, depuis 2001, chaque jour, depuis 20 ans, les Américains ont dépensé 300 millions d'euros par jour pour cette présence américaine en Afghanistan, ce qui est absolument gigantesque. C'est donc, on chiffre en trillions de dollars. Et ça, pour nous, c'est, comment dire, le signe d'une sorte de décadence non seulement de la politique, mais de la science politique. Qui sont donc les think tanks, qui sont donc les politistes qui ont pu conseiller les présidents américains pour qu'on en arrive à une telle folie. Les budgets doivent être des documents moraux. Mais quand on dépense chaque jour 300 millions d'euros, ce qui a été aussi confirmé par le président Obama lui-même dans ses mémoires, eh bien, c'est que quelque chose ne va pas. Et donc, je passe maintenant à cette première partie, puisqu'on est dans une crise de l'État libéral, de la pensée libérale. Revenons justement sur l'histoire de cette pensée libérale. Comment on a pensé la justice jusqu'à présent. Et là, très brièvement, je voudrais rappeler 3 temps. Le temps de la justice médiévale, le temps de la justice moderne et le temps de la justice contemporaine. À l'époque médiévale, là, vous avez une fresque qui a été réalisée dans le palais public de Sienne par Ambrogio Lorenzetti en 1339, qui est une fresque qui représente justement, vous le voyez à gauche, la justice, une justice distributive. Mais une justice, c'est ça qui est très intéressant, qui est arrimée à la sagesse de Dieu. Au-dessus d'elle, vous voyez, c'est la sagesse qui est représentée. Et cette justice distributive qui punit, qui distingue entre le bien et le mal, eh bien, elle est elle-même associée à la concorde, et cette concorde va jusqu'au personnage central qu'on voit sur la droite de l'écran, qui est un empereur, mais qui, pour Ambrogio Lorenzetti, représente le bien commun. Ça veut dire la justice qui s'enracine dans la sagesse doit être mise au service du bien commun. C'est ça la manière avec laquelle, dans les cités comme Sienne, on envisageait la place de la justice. Le problème, c'est que quelques années à peine après que cette fresque ait été réalisée, la grande peste est venue tout dévaster, l'aristocratie est venue à nouveau dans ses rivalités intestines détruire le bien commun et la vie paisible de cette ville de Sienne à l'époque du Quattrocento, et les villes-là sont rentrées en décadence. Et ce qui est devenu dominant, c'est une autre conception de la justice, celle de Machiavel dans Le Prince, qui considère que la justice, elle ne doit pas du tout être arrimée au bien commun. La justice, elle doit être arrimée au pouvoir, et donc la gestion du politique, c'est de pouvoir prendre le pouvoir et d'y rester. Donc là, on est dans une autre compréhension totale de la justice. Et comme l'Église elle-même n'était plus en mesure de défendre cette conception de la justice inspirée par la sagesse et tournée vers le bien commun, l'Église à l'époque était, à partir du XVIe siècle, confrontée par le schisme, par la réforme et par toute une série de crises. Eh bien, on a perdu ce sens-là. Ce sens qui, comme vous le voyez, on va sur cette représentation, encore une fois, associe la justice à la sagesse. Et lorsque la justice n'est pas mise au cœur de cette vision du bien commun, c'est au contraire l'avarice, l'orgueil, l'égoïsme qui détruit la vie de la cité. Donc, je passe très rapidement, bien entendu, à la vision des Lumières. La vision des Lumières a pris acte que l'Église n'était plus en mesure d'imposer un horizon moral, que c'était l'État qui devait l'imposer. C'est la fameuse thèse de Kant sur la loi morale. Mais le problème, c'est que cette loi morale est devenue trop pesante au bout d'un moment, et ce qu'en ont retiré les penseurs contemporains, c'est l'idée non plus d'une loi morale qui devrait s'imposer à tous, mais plutôt d'une justice qui serait caractérisée par le principe d'équité.
Ça, c'est la grande trouvaille de la pensée libérale contemporaine, et en particulier, là, on voit la photo sur la gauche de John Rawls, mais on pourrait aussi ajouter des penseurs comme Jürgen Habermas en Europe, pour qui le juste doit être déconnecté du bien, l'État doit être neutre, et la société doit s'appuyer sur une justice distributive, une justice qui donne accès égal pour chacun aux mêmes libertés fondamentales et qui doit tendre vers une égalité sociale pour tous. C'est ça la vision de John Rawls. Le problème, c'est qu'on l'a vu, encore une fois, avec ces crises successives, notamment en France, la crise des Gilets jaunes, c'est que les gens ne s'y retrouvent pas. On l'a vu aussi avec la crise économique mondiale en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai mis aussi une photo, celle de Michael Sandel, qui est professeur de sciences politiques à Harvard. Michael Sandel, mais on pourrait ajouter d'autres penseurs comme Charles Taylor au Canada, ne sont pas d'accord avec cette vision parce qu'ils considèrent que c'est un mythe de considérer que les citoyens sont à armes égales. En réalité, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, qui ont un accès différent à l'information et à l'éducation. Et précisément parce qu'il n'y a pas d'égalité, et du coup, il y a des déséquilibres, et le monde devient plus injuste parce qu'on ne voit pas les déséquilibres initiaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et en plus, ce que disent des gens comme Michael Sandel, c'est que s'il n'y a plus de lien entre juste et le bien, comme le veulent des penseurs comme John Rawls et Habermas dans la tradition moderne, alors quel intérêt à faire le bien? Quel intérêt un individu aurait à faire le bien, puisque ce n'est pas forcément le bien qui est le critère du développement de la vie économique. Le produit intérieur brut se moque éperdument du bien. C'est l'exemple classique d'un accident de voiture sur une autoroute. S'il y a des ambulances qui viennent, alors ça fait augmenter le PIB. Ça n'a rien à voir avec le bien, vous voyez. Donc, Michael Sandel dit, dans ces cas-là, s'il n'y a pas de connexion entre le juste et le bien, eh bien, on n'a plus intérêt à faire le bien et la société se désagrège. Et donc, c'est la raison pour laquelle lui propose un autre rapport à la justice. La justice distributive doit être associée à la justice appréciative, à une justice qualitative, à une justice qui cherche à faire converger le bien et le juste. Ça rejoint encore certaines thèses de Charles Taylor qui dit l'être humain, l'individu, il doit tenir compte du monde. Il fait partie d'une histoire, il fait partie d'un espace, il fait partie d'un contexte. Et donc, la justice doit tenir compte des niveaux de communauté, des niveaux d'histoire auxquels appartiennent chaque individu, qui doivent être donc pris comme des personnes et pas uniquement comme des atomes isolés. Donc ça, c'est le grand retournement, je pense, de ces 20 dernières années. Et nous, ce qu'on ajoute dans notre réflexion, encore une fois, c'est que puisque au moment où nous faisions notre recherche, il y avait des grands textes qui étaient publiés, j'ai cité le texte du pape François, Fratelli Tutti, mais je pourrais citer également le livre d'un philosophe britannique qui s'appelle John Milbank, qui a écrit un livre avec Adrian Pabst, qui s'appelle La politique de la vertu. Et ce que disent ces auteurs, donc très récemment, c'est des livres très récents, il y a 2 ou 3 ans, c'est qu'il convient de tenir ensemble une justice distributive qui rend à chacun ce qui lui est dû. C'est bien ça le principe de la justice distributive, rendre à chacun ce qui lui est dû. Il faut coupler ça avec cette justice appréciative dont parle Michael Sandel, qui consiste à juger en s'ajustant le plus possible à l'amour. Alors, on pourra trouver ça très utopique, très idéaliste, mais eux le prennent de façon au contraire très pragmatique. Les relations interpersonnelles sont faites de violence, mais peuvent être aussi faites de vertu, de courage, d'héroïsme, de sincérité, d'authenticité, dit Charles Taylor. C'est des vertus qui sont importantes,
pour permettre à une société de vivre justement cette amitié sociale dont parle le pape François, mais aussi cette fraternité dont parlent les républicains depuis au moins les années 1850 et plus récemment encore, puisque ce principe a été introduit dans la Constitution, le bloc de constitutionnalité de la Constitution française. Donc ça, c'est pas comment dire une vision béni oui oui, hein, parce que la justice est à la fois bien comprise comme distributive et appréciative. Ça signifie que elle est à la fois exigeante, elle demande à chacun de fructifier ses talents et d'exercer la vertu, comme le voulait déjà Montesquieu. Et en même temps, effectivement, elle est miséricordieuse, elle a un idéal de miséricorde. Pour les chrétiens, pour le pape François, par exemple, bien, lui, il cite la parabole du bon samaritain, mais il y a beaucoup d'autres passages évangéliques où c'est le fils prodigue qui est félicité par-dessus, alors qu'il a dilapidé tout l'héritage. Donc voilà, cette vision nouvelle de la justice, ça nous paraît important à mentionner parce que conduit à des propositions nouvelles. Et là, je passe à ma deuxième partie. On a donc 30 propositions nouvelles. Celle que j'aimerais mettre en exergue coïncide avec 4 orientations: apprendre, construire, protéger et léguer. Alors, apprendre, c'est pour commencer proposer une formation œcuménique aux fonctionnaires, à la culture éthique et religieuse. En gros, je ne suis pas revenu sur tous les éléments du contexte. En France, on a été beaucoup marqué par l'affaire du meurtre de Samuel Paty, qui est un professeur d'histoire qui présentait un certain nombre de caricatures de Charlie Hebdo et qui a été pourchassé, assassiné. Voilà. On a un problème en France, mais de plus en plus dans le monde occidental, par rapport à ce qu'on appelle le fait religieux. On connaît de moins en moins bien ce que c'est justement que le fait religieux, et en plus, on se montre de plus en plus positiviste. C'est-à-dire qu'on épingle les faits religieux comme des papillons sur des cadres, pour comprendre toute la dynamique des faits religieux, justement. Et donc, Régis Debray, en son temps, avait proposé de passer d'une laïcité d'ignorance à une laïcité d'intelligence. En réalité, il n'a pas été véritablement entendu. On est toujours dans l'enseignement de la distinction, de la coupure entre le croire et le savoir, alors qu'en réalité, à force d'écouter un certain nombre d'experts, je me souviens en particulier qu'on a écouté longuement Abdenour Bidar, qui est lui-même professeur de philosophie, mais bien d'autres, Jean-Baptiste de Foucault et d'autres. Eh bien, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il y a au contraire une interaction entre le croire et le savoir, que le croire a une influence sur le savoir, de façon parfois diffuse. Hein. Quand Einstein découvre la théorie de la relativité, il rappelle qu'il avait été marqué à l'époque par l'écoute de symphonies de Mozart. Ça peut passer par l'intuition de façon souvent invisible, mais réciproquement, le savoir a une influence sur le croire. Il faut distinguer entre la croyance et la foi. La foi est faite et d'intelligence, et d'intuition, et de révélation. Donc voilà, c'est bien plus complexe que la coupure positiviste qu'on fait entre le croire et le savoir. Et c'est donc indispensable de revoir une pédagogie, de permettre à tous les fonctionnaires de la République de se former, mais je dirais, puisque je m'adresse à des médecins ou à des infirmiers, je pense dans le monde médical aussi, on a besoin de pouvoir comprendre un minimum des différentes traditions religieuses, que ce soit le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, le christianisme, pour pouvoir déjà être en mesure de distinguer entre je sais pas, un chiite et un sunnite, un hanbalite et un soufi, c'est pas pareil. On peut pas mettre tout dans le même panier. Il faut apprendre à distinguer, et c'est la même chose dans le christianisme, et c'est la même chose dans le judaïsme. Alors, il y a déjà des exemples intéressants qui existent. En France, en particulier, il y a une formation qui existe à Sciences Po qui s'appelle Emouna, qui réunit les différents responsables de culte et dont le Collège des Bernardins est partie prenante. C'est pour ça que j'ai mis une photo du Collège des Bernardins. Mais pour l'instant, elle est toute petite, elle est financée par personne.
Et malheureusement, donc, il faut faire évoluer ce statut en proposant une formation rémunérée à la culture éthique et religieuse. Et donc, pour moi, c'est une formation qui n'est pas laïque au sens laïciste du terme, mais laïque au sens œcuménique, au sens interconfessionnel, interreligieux et interconvictionnel. Et donc, il faut associer les responsables de culte et les responsables des différentes traditions convictionnelles à la formation. Au moins des formateurs. Cette formation des formateurs doit se faire avec l'aval d'universitaires et de responsables de culte. Voilà. L'autre, bien entendu, proposition qu'on souhaite faire, puisque j'ai parlé tout à l'heure de cet état fraternité, c'est pour revenir un petit peu sur l'histoire de l'État en France et sur les différentes définitions de l'État. Quand vous lisez Hegel, par exemple, l'État ne doit avoir aucune éthique. L'État n'a rien à voir avec le bien, justement, dans cette tradition idéaliste que j'ai mentionnée tout à l'heure. Mais je dirais que dans la tradition française, l'État s'impose aussi, a repris une sorte de théologie de la souveraineté qui, pour l'Église, autrefois appartenait à Dieu. Et l'État se présente comme indivisible, intransférable. Et c'est une souveraineté qui finalement détruit les communautés intermédiaires. La loi Le Chapelier en France en 1791 a supprimé toutes les corporations pour mettre un individu isolé face à un État tout-puissant. Cette conception-là de l'État ne peut plus fonctionner et ne fonctionne plus, encore une fois, on l'a vu pendant les Gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'on met à la place? Eh bien, on met un État qui reconnaît les différents niveaux de communauté, les différents niveaux d'appartenance des personnes, dès lors que ces communautés elles-mêmes jouent le jeu de leur appartenance à la République. C'est un débat extrêmement important que je ne peux pas résumer en quelques minutes, mais qu'on peut résumer par l'expression d'État-fraternité, d'un État qui n'attend pas que l'individu atomisé soit complètement marginalisé par une machine qu'il broie, mais qui fait au contraire l'effort d'aller vers les personnes. Et lors de notre travail d'audition, on a écouté la ministre de la fonction publique en France qui s'appelle Amélie de Montchalin et qui nous a dit qu'elle était bien dans cette logique-là d'un État-fraternité en proposant un nouveau modèle de service public qu'elle appelle les maisons France Service. Ça peut être dans les mairies, mais ça peut être aussi dans des bus qui circulent dans les campagnes et qui alertent les citoyens en leur disant « vous avez droit à ceci ». Vous avez droit à cela. On peut vous apporter des vaccins. On peut vous rappeler que vous avez le droit à des revenus comme le RSA ou d'autres, ou à des allocations. C'est l'État qui se préoccupe de la santé de ses citoyens, qui se met au service de ses citoyens. C'est ça, l'État fraternité, et qu'il s'agit donc de mettre en valeur par une automatisation des droits sociaux, par exemple. Voilà, il y a d'autres propositions qu'on a et qui vont dans ce sens d'un État fraternité. Il y a une troisième série de propositions, c'est bien entendu la protection. Et bien entendu, on pense aux migrants en premier lieu. C'est un des grands sujets de la campagne présidentielle en France qui a déjà commencé. Il y a ceux qui sont dans une conception de la justice justement extrêmement rigoureuse en disant il faut que les étrangers retournent dans leur pays, etc. Et puis il y a ceux qui sont au contraire dans le camp du bien et qui disent mais c'est un devoir humanitaire que d'accueillir chaque personne. Et là, on est justement dans cette vision moderne de la séparation du juste et du bien qui ne fonctionne plus. Si on cherche au contraire à associer le juste et le bien, comme on l'a fait pour les deux autres séries de propositions de apprendre et de construire, protéger en tenant le juste et le bien, ça signifie pour nous, premièrement, adhérer au nouveau pacte de la Commission européenne qui propose une réforme de la Commission sur la gestion de l'asile. On voit bien que les traités de Dublin ne fonctionnent plus et donc
Comment faire pour réformer? On a lu le texte proposé et discuté actuellement par le Parlement européen et on considère qu'effectivement, il faut accélérer les procédures d'accueil. Il faut répartir la charge d'accueil des migrants dans tous les pays de l'Union européenne. Il faut privilégier les retours aidés des migrants vers les pays d'origine, etc., etc. Mais en soi, ça ne suffit pas. Il faut, bien entendu, un accueil des réfugiés qui passe par d'abord fournir des logements dignes et décents, ce qui n'est pas le cas en France, même si un effort important est fait. Il faut accompagner les migrants par un travail d'intégration qui passe par la formation, et en particulier par la formation à la langue française, mais aussi par la formation au travail. Il faut créer un système municipal de parrainage citoyen. Enfin bref, il y a toute une batterie de mesures de ce point de vue-là. Et puis, troisième volet, il faut une nouvelle politique d'aide au développement à destination des pays de départ des migrations. Mais simplement, cette politique d'aide au développement, il faut cesser de passer par les bureaucraties, qu'elles soient bruxelloises ou qu'elles soient des pays d'Afrique, qui sont souvent des réseaux de corruption ou d'autofinancement. Il faut privilégier, à l'aide d'Internet, à l'aide des propositions de la société civile, des aides les plus directes possibles et les plus orientées vers le bien commun défini par les sociétés civiles en question. Donc voilà, c'est tout un champ de propositions nouvelles liées justement à cette tentative plus réaliste fondée sur cette nouvelle conception de la justice distributive et appréciative. Et puis, il y a une quatrième série de propositions. Il faut léguer un monde plus juste et plus écologique. Et ça signifie de prendre au sérieux toutes les propositions de réforme des Nations Unies. Parce que les Nations Unies n'ont de Nations Unies que le nom. En réalité, les Nations Unies, c'est le siège des États. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut déjà réécrire de façon collective la charte des Nations Unies pour que chacun s'y retrouve, puisque en 44, elle a été rédigée, en 44 et 48, elle a été rédigée par une quarantaine d'États simplement, alors qu'aujourd'hui il y a 198 pays. Mais la réécrire, non seulement voilà, pour être plus inclusif, mais aussi pour permettre à ce que les institutions fonctionnent et pour que les nations, les sociétés civiles des nations soient représentées. Donc, on voudrait qu'il y ait une vraie assemblée des organisations non gouvernementales transnationales qui œuvrent réellement pour l'écologie, pour la justice et pour la paix. Donc, c'est ce Parlement mondial des citoyens dont parle le mouvement convivialiste en particulier, avec lequel on se sent tout à fait en phase, qu'il s'agit de faire connaître, de développer, de promouvoir en le présentant aux opinions publiques. Mais j'ajouterais, il faudrait également réformer le Conseil de sécurité et proposer à cette nouvelle assemblée des ONG du monde de pouvoir faire appel lorsque ces décisions du Conseil de sécurité, notamment l'utilisation du droit de veto systématique, ne parvient pas à imposer la paix, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, en Syrie ou ailleurs. Donc, ce droit d'appel, je crois que ce serait une évolution du droit international extrêmement importante. Voilà, mais je ne peux pas m'attarder trop longtemps. La dernière proposition qui va dans ce sens de réforme du droit international, c'est un dialogue des civilisations. Un dialogue des civilisations qui doit être un dialogue qui intègre, là encore, les différents niveaux de conscience confessionnelle, religieuse et convictionnelle pour qu'on puisse réellement parler des questions essentielles. Et donc, ça me permet de conclure en disant qu'on arrivera à ce dialogue des civilisations, y compris avec la Chine, qui nous paraît tellement lointaine aujourd'hui, y compris avec la Russie, qui là encore nous paraît extrêmement loin de la démocratie et capable de complètement bouleverser le monde. On pense néanmoins qu'il est nécessaire de mener des dialogues de civilisation en disant ben, vous en êtes là, nous en sommes là, comment on peut converger, etc. Et on croit, puisque le président Poutine fait référence à des références religieuses, puisque le président Xi Jinping fait référence également au confucianisme de plus en plus, que les traditions religieuses peuvent être aussi des lieux de rencontre pour ce dialogue des civilisations.
et également, bien entendu, les artistes, les poètes et tous ceux qui cherchent à penser cette oikouménée nouvelle. Voilà, donc je vois que j'ai dépassé le temps qui m'était attribué. Je voudrais simplement terminer en disant que nous allons présenter notre livre et réfléchir à toutes ces idées avec tous ceux qui le souhaiteront le 29 janvier, le samedi 29 janvier 2022 au Collège des Bernardins. On organise un colloque avec nos partenaires comme ATD Carmonde, comme le Secours catholique, comme les Semaines sociales de France. On va inviter des représentants du mouvement convivialiste aussi, comme Alain Caillé. Et on espère que, également avec vous tous, on sera en mesure de faire avancer ces idées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on a un peu de temps maintenant pour discuter. Eh bien, merci beaucoup. Et si vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous Étienne, on m'entendez? t'entend. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Et on a, si vous le permettez, effectivement du temps pour discuter. Vous avez ouvert beaucoup de portes. Je vais. C'est le partage, peut-être? Oui, c'est ça. Oui, oui, voilà. Alors, pour ouvrir la discussion, moi j'aimerais. Vous avez dressé un tableau très général. Vous avez parlé, pour terminer, de l'ONU, qui est le siège des États. Vous avez dit qu'il fallait réécrire la charte ou la constitution, je ne sais pas très bien, c'est la charte des Nations Unies sans doute. La charte. La charte. Et vous avez parlé du droit d'appel pour faire intervenir les différentes organisations. Alors, moi, ça me fait penser immédiatement à l'OMS, qui est une émanation des Nations Unies, qui est une assemblée des ministres de la Santé, donc c'est très politique, c'est très gouvernemental, et qui fonctionne souvent bien, mais parfois un peu déconnecté de la réalité. Et je pense que si il y avait ce que vous appelez ce droit d'appel de la part des participants à la santé, ce serait certainement très utile. Mais c'est une question que je vous pose. Ah ben, je partage. Il faut restructurer le fonctionnement des agences des Nations Unies pour que l'OMS dispose de bien plus de pouvoir qu'elle ne l'a. On l'a bien vu qu'elle était encore très dépendante des financements et donc du bon vouloir de certains États-nations. Ça n'est plus tolérable à l'époque à laquelle nous vivons. Donc ça demande à la base, encore une fois, ces deux orientations dont j'ai parlé, non seulement la réécriture de la charte à plusieurs, mais surtout la création d'une véritable assemblée des organisations non gouvernementales qui puissent participer à la réalisation du bien commun au niveau mondial et cette évolution du droit international qui a déjà eu lieu dans le passé. Au moment de la guerre de Corée, il y a déjà eu l'intervention de l'Assemblée des Nations Unies pour aller contre des décisions du Conseil de sécurité. Donc simplement ça, il faut l'instituer, le rendre plus automatique pour éviter de dépendre d'une situation qui a été figée à la guerre froide et qui en plus avait été beaucoup marquée par le désir de Staline d'imposer cette sorte de pouvoir des 5 puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, en 2021, on n'en est plus à 1945. Et puis on a retrouvé le même problème avec les vaccins actuellement. Absolument. La distribution des vaccins. J'aurais une question, si vous permettez. J'aimerais revenir sur deux choses que vous avez dites. Et puis là, je vais tenter de vous citer. Vous avez dit « Le monde devient injuste parce qu'on ne voit pas le déséquilibre initial ». Vous avez dit par la suite que la machine, ou enfin l'État, peu importe, doit aller vers la personne. Bon, vous l'avez dit tantôt, on est un auditoire principalement de médecins et de sciences de la santé. Est-ce que en fait, j'aimerais que vous alliez plus loin un petit peu dans votre pensée là-dessus. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce que moi,
quelle est ma perception. Je voudrais plutôt vous entendre un peu élaborer ça plus en profondeur parce que quand vous dites que si on n'est pas capable de reconnaître le déséquilibre initial, on n'a pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt à faire le bien. Tantôt, Étienne a parlé de COVAX. Ben, COVAX, est-ce que c'est en lien directement avec ça? Est-ce que le fait, pourtant l'Afrique, tout le monde le sait qu'elle a besoin de vaccins puis que tout le monde le savait, ça fait longtemps qu'on le sait. Comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné, hormis le fait que COVAX a eu des problèmes internes de gestion et puis de besoins? J'aimerais vous entendre un peu là-dessus parce que moi, ça me laisse un peu perplexe. Ça me laisse à penser que même si on voit le problème, je ne suis pas sûr qu'on veut vraiment le voir. C'est ça, c'est que on ne veut pas voir le problème d'une justice internationale qui ne fonctionne pas. On continue encore une fois à appeler l'ONU les Nations Unies, alors que ce n'est pas du tout les Nations Unies. Ce sont des États souverains qui fonctionnent encore selon un modèle de souveraineté de l'époque moderne, de l'époque du traité de Westphalie, qui a quand même abouti à 2 guerres mondiales, plus une 3e à l'époque de la guerre froide. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas, et pourtant on continue à vouloir régler les problèmes de la planète avec voilà, une théologie politique complètement dépassée. Donc voilà, c'est ça le fond du problème, et c'est la raison pour laquelle il s'agit de réfléchir sur le fond à quoi pourrait ressembler cette justice nouvelle. Une justice, encore une fois, qui essaye de tenir ensemble les principes classiques de la justice commutative, distributive, et qui associe cette justice appréciative, et donc qui intègre la dimension d'inégalité. On est dans des inégalités de situation. Les pauvres paysans du Mali ne sont pas dans la même situation que les citoyens des grandes villes du Canada ou de la France. Et donc, voilà, ça c'est la question, l'approche de fond. Penser à une nouvelle justice qui soit distributive et qualitative, appréciative. Une fois qu'on a ça, du coup, on élabore une vision politique nouvelle, des institutions nouvelles, et à partir de là, on a les moyens, effectivement, pour stopper ce qui a été la caractéristique majeure de la justice libérale, de l'État libéral depuis ces 80 dernières années, à savoir une montée croissante des inégalités dans le monde. On sait, ces chiffres terribles, que seulement 3% des citoyens de la planète disposent de 50% des richesses de la planète. C'est absolument intolérable. Et ça va crescendo depuis 20 ans, et on s'est rendu compte que la pandémie n'avait fait qu'augmenter les inégalités. Et comme vous le disiez à l'instant, l'affaire la plus évidente qui montre l'augmentation des inégalités, c'est l'inégalité par rapport au vaccin. Vous citiez l'Afrique. Moi, je suis plutôt spécialiste de l'Europe de l'Est, donc je suis un peu chaque jour ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Et voilà, dans le Donbass, il y a 100 morts par jour, et l'État est incapable d'avoir un accès au vaccin. La Russie truque ses chiffres, et il n'y a aucune confiance de la population dans les vaccins. En réalité, il faut un État fort et il faut une justice internationale forte pour être en mesure, 1, de produire des vaccins de qualité, 2, d'acheminer ces vaccins de telle façon à ce que les citoyens puissent avoir accès à ces vaccins dans des conditions de réfrigération qui soient de qualité, et 3, d'entraîner l'opinion publique à avoir confiance dans ces vaccins. Mais ça, on n'y arrive pas si, à la base, on ne peut même pas avoir accès au vaccin. Donc, c'est vrai que c'est la priorité des priorités que de réfléchir à cette nouvelle justice internationale. Comme le dit Pascal Lamy, que j'ai écouté il n'y a encore pas très longtemps, c'est absolument… la santé,
c'est un bien public qui doit être protégé et les vaccins doivent pouvoir être accessibles à tous. On ne peut pas s'isoler. On est dans un monde où les interactions sont telles que même si on peut se croire protégé pendant quelques années en contrôlant ses aéroports ou ses frontières, en réalité, un jour ou l'autre, ce qui se passe dans le Donbass aura des conséquences sur ce qui se passe à Paris, à Toronto ou à Montréal. Donc, voilà. Un dernier commentaire, si vous permettez. Après ça, je laisse la parole aux gens dans le public. Vous avez dit l'État doit aller vers la personne. Ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. Comment déclencher ce changement de paradigme-là? Comment on peut... est-ce que ça passerait par une redistribution planétaire des richesses? Comment on peut arriver à déclencher un paradigme qui va faire en sorte que ça va basculer ce qui se passe actuellement? Moi, je crois beaucoup que les changements de paradigme, ça se passe d'abord dans les têtes et dans les cœurs. C'est-à-dire que le personnalisme, c'est un courant de pensée qui a été extrêmement créateur et original dans les années 30. Il y a des penseurs comme Jacques Maritain, par exemple, ou Nicolas Berdyaev, qui ont été extrêmement productifs et qui ont dit il faut passer de la conception de l'individu citoyen, consommateur, électeur, un peu comme un atome dans la machine, en gros. Il faut passer de la conception de l'individu à la conception de la personne. Et la personne, c'est quoi? C'est l'individu qui est relié à autrui au nom du bien commun. Ça veut dire on appartient à des communautés et tout le travail, c'est appartenant à des communautés, d'en prendre conscience et de les orienter vers le bien commun. Voilà, la personne, c'est l'être relié à soi-même, aux autres, à la nature et, pour les traditions religieuses, à Dieu. Si on a une conception plus large et plus complexe de l'individu, de l'être humain, comme personne, alors ensuite, je dirais que les réformes politiques, économiques suivent assez facilement. Dans les années 30, il y avait tout un programme qui était le programme des non-conformistes, qui a donné lieu, après la Deuxième Guerre mondiale, avec De Gaulle, qui était proche d'un certain nombre de gens, comme Jacques Maritain, par exemple, par exemple, à l'invention de la sécurité sociale. Ça, c'est des choses qui ne sont pas évidentes dans d'autres pays, je pense aux États-Unis. Mais voilà, une fois qu'on a cette conception-là de la personne, eh bien, ensuite, eh bien, ça signifie, là, en l'occurrence, j'ai donné l'exemple des maisons France Service qui sont en train d'être déployées un peu partout en France depuis la crise des Gilets jaunes. C'est l'État qui va à l'individu et non pas l'État qui se présente tout puissant face à des personnes qui sont, comment dire, complètement marginalisées, voire broyées par la machine sociale. Donc, ce renversement, ce retournement, eh bien, il peut être conçu par l'État dès lors que l'État ne se positionne plus comme État libéral, voire même comme État-providence, mais comme État au service du bien commun et de la fraternité. Voilà, ensuite, encore une fois, toutes les réformes peuvent aller dans cette direction. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous levez la main et je vous ouvre le micro. N'hésitez pas. Alors, en attendant des questions, moi j'en aurais une. Euh, vous avez parlé de justice distributive et appréciative, ce qui est un terme, disons, un petit peu juridique. Je pense, enfin, si on parle de justice, ça a un aspect juridique. Nous, en médecine, on manipule un concept beaucoup à l'heure actuelle, qui n'est pas propre à la médecine, c'est celui de responsabilité sociale. C'est-à-dire que la santé doit répondre aux besoins des individus et de la population. Alors, comment feriez-vous le lien entre ces deux concepts? Alors,
ce qui unit ces deux concepts, c'est une conception de l'homme. Encore une fois, tout notre propos, toute notre recherche consiste à dire qu'il faut sortir de cette époque moderne qui date d'au moins 4 siècles, qui a été à la source de la constitution d'un État souverain tout-puissant qui écrase les personnes, à une nouvelle conception qui n'est pas ce qu'on appelle la postmodernité complètement justement déstructurée, mais à une vision d'un État fraternité qui inaugure d'une nouvelle période où on puisse unir à la fois, bien entendu, continuer le meilleur de la modernité qui sépare l'État des religions pour garantir une certaine indépendance de l'État et une certaine liberté aussi de la part des traditions religieuses, mais qui cherche aussi à les penser ensemble. C'est encore cette idée de séparation qui va ensemble avec la coopération. Et donc, pour revenir à votre question, ça veut dire quoi penser ensemble l'État et les différentes traditions intellectuelles, spirituelles, convictionnelles? Ça signifie qu'il faut penser ensemble la liberté de chaque individu avec sa responsabilité. Le problème de la modernité, c'est qu'elle en est venue à séparer les deux, à ne pas pouvoir les penser ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des partis de droite qui défendent le principe de la liberté et des partis de gauche qui défendent le principe de la solidarité, on va dire. Donc, si l'horizon nouveau est celui du bien commun et de la fraternité, alors la fraternité, la relation interpersonnelle est ce qui rend possible de tenir ensemble la liberté d'une part, la responsabilité sociale de l'autre, et, pour revenir à mon propos, la justice distributive d'un côté et la justice appréciative de l'autre. Merci. Alors, nous avons une question de Cheikh Tidiane Cissé, si je ne me trompe, de Dakar. Vous avez la parole, votre micro est ouvert. Merci beaucoup, Étienne. Je voulais Ah ben remercier… c'est Cheikh. Oui, on t'écoute, Cheikh. Bon, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Voilà, donc je voulais remercier le conférencier pour la profondeur de son analyse. Mais c'est une question éminemment complexe. Parce que quand on voit l'histoire de l'humanité depuis le début, c'est une histoire de confrontation, de domination des uns sur les autres. Et j'ai bien apprécié son argumentaire, mais je crois que la constitution même de l'État est une partie du problème parce que les États auront tendance également à se jauger. Les États les plus forts vont dominer les États les plus faibles. Alors, c'est une problématique importante qui touche à l'avenir de l'homme parce qu'il a abordé la notion de mal et de bien. Je pense que ce sera difficile d'avoir un consensus sur ces notions parce que ce sont des notions à la fois absolues et relatives et qui sont intimement tributaires des croyances et du vécu des communautés. Par contre, le véritable problème, c'est que là où il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir progrès, il ne peut pas y avoir vie commune. Donc, l'effort doit être fait. Même si d'une société à une autre, d'une communauté à une autre, on a une vision différente de la notion de bien et de mal, mais que la justice soit universelle. Et cette justice, c'est la colonne vertébrale de tous les textes même, qui ont été les textes sacrés depuis la nuit des temps, c'est de voir comment faire pour que la justice puisse régner sur terre. Alors, le véritable défi, à mon avis, avant de poser mes deux questions, c'est de voir comment faire pour que toutes les communautés au sein d'un même pays et toutes les communautés au sein de l'univers acceptent de façon consensuelle des principes fondamentaux de justice. Regardez les Nations Unies. Certains pays sont représentés au Conseil de sécurité, ont le droit de veto. D'autres pays ne l'ont pas. Ce n'est pas un principe de justice. Tout le monde doit avoir la même parole, quelle que soit sa pauvreté, quel que soit son niveau de développement, parce que c'est une question d'humanité. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les pays, toutes les communautés acceptent un minimum de règles de justice et l'appliquent. Alors, deux questions. La première question,
Parce que là, l'injustice, c'est le lit de toutes les révoltes. Vous avez beaucoup parlé des Gilets jaunes, on peut parler d'autres révoltes, etc. Mais l'injustice, c'est le lit de toutes les révoltes, de tous les conflits entre les différentes composantes au sein d'un même État. Quand on voit, par exemple, les ouvriers qui sont contre le patronat, certaines communautés qui sont contre d'autres, ou bien quand on voit les difficultés entre différentes communautés, entre différents pays, et c'est la véritable menace. Alors, les deux questions que je voulais poser. La première question, comment faire pour installer? Parce que nous sommes dans un monde injuste. Hein. Les relations internationales, bon, c'est du tape à l'œil, hein, tout le monde le sait. Il n'y a aucune justice sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la reconnaissance même des valeurs des autres. Certains pensent que bon, la civilisation, c'est la civilisation occidentale. Il faut adopter le même modèle, sinon on est hors circuit. Alors, comment faire pour installer et pérenniser cette justice? Deuxième question corollaire. Comment faire pour obtenir un véritable changement de paradigme? Parce que dans la tête des hommes, vous en avez parlé un peu, ça va se jouer dans la tête des hommes, que chaque être humain accepte de donner du crédit et du respect à son prochain, que ce soit dans une même communauté, que ce soit dans un même pays, que ce soit dans deux pays différents. Tant qu'il n'y aura pas ce crédit qu'on donne à son voisin, à son proche, etc. Mais comment faire? D'autant plus qu'actuellement, pour terminer, on voit qu'il y a une effervescence des réseaux sociaux. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on ne fait même plus attention à son prochain. Moi, je suis étonné dans la rue, comme ça, ou assis à côté de quelqu'un, mais il est en train de tapoter son téléphone. Il peut même rentrer dans un trou sur la route et ne pas se rendre compte. A fortiori, ne pas prêter attention à l'autre. Donc, les gens ont tendance à ne voir que leur propre intérêt, leur propre perception. Voilà, je vais m'en arrêter là et je félicite encore le conférencier pour son excellente analyse. Merci, Étienne. Je réponds? Oui, bien sûr. Eh bien, merci à vous qui avez posé cette question et qui avez fait ces commentaires. Je trouve ça formidable de pouvoir avoir une telle discussion par-dessus les frontières et par-dessus les continents. Et voilà, c'est le début de ce que nous recommandons, c'est-à-dire de s'écouter et de dialoguer pour essayer de voir comment on peut faire en sorte que la justice puisse triompher. Et pour ce qui nous concerne, nous croyons dans la puissance du droit. Les exemples historiques montrent dans le passé des moments où le droit l'a emporté sur la violence. L'époque médiévale, en particulier en Europe, a été marquée par des luttes extrêmement violentes entre les seigneurs. C'était l'époque féodale. Et l'Église a contribué à adoucir tout ça, et le droit a contribué à permettre la constitution d'États-nations qui ont permis de mettre en place des structures supérieures aux États féodaux. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des États aujourd'hui qu'on peut appeler des États mafieux. Ces États mafieux, de plus en plus, doivent lutter contre l'opinion publique. Je pense aux Panama Papers, par exemple, qui montrent que les dirigeants de certains États cachent leurs biens gagnés de façon illicite dans des paradis fiscaux. Voilà, le droit pousse les États, et notamment au niveau du G20, à lutter contre ces paradis fiscaux et à lutter contre ce système de corruption existante. Donc, voilà, il y a des exemples quand même qui montrent que c'est possible, même si je suis conscient aussi, bien entendu, avec vous, que de façon structurelle, il y a en l'homme aussi cette volonté de violence et ce rapport de force qui existe. Alors, la question que vous posez, c'est comment on peut parvenir à faire évoluer le monde vers plus de justice. Alors, on pourrait en parler très longtemps, c'est le propos justement de tout notre livre. J'aimerais rajouter par rapport à ce que vous avez dit un aspect que je n'ai pas traité, que je n'ai pas eu le temps de traiter dans mon exposé, c'est la confiance dans la vérité.
c'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans la réforme actuelle dont on parle. Les États utilisent de plus en plus la propagande pour faire avancer leurs intérêts, justement. Ce qui permet de lutter contre la propagande, c'est le travail de vérité. Et ça me paraît extrêmement important de sortir de cette logique postmoderne qui consiste à dire que chacun a sa vérité et qu'il n'y a plus de vérité globale. Les médecins savent ce qu'est un bon diagnostic et ce qui n'en est pas un. Il y a une vérité du diagnostic. Le juge sait aussi ce qui est un bon jugement et ce qui n'est pas un bon jugement. L'historien sait quand il raconte une histoire qui colle aux faits et une histoire qui est déconnectée des faits. Donc, il y a une vérité. Simplement, le problème, c'est qu'on est de plus en plus pris dans un monde que vous avez décrit comme le monde des réseaux sociaux, comme le monde des rapports de force, etc., où c'est la jungle. Et donc, pour introduire de la vérité, pour établir de la justice, il faut travailler justement avec des grandes organisations comme Reporters sans frontières, par exemple, qui insistent beaucoup sur la nécessité de réguler les plateformes, et notamment les Google, Apple, Facebook et compagnie. Parce que là, on l'a vu encore récemment pour Facebook, il y a des algorithmes qui ne cherchent nullement la vérité et nullement la paix sociale, qui cherchent au contraire la division, parce que c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui attire. Notre conscience est attirée par la vérité, en particulier par l'alerte. L'alerte, c'est ça qui fait partie de notre attraction pour la vérité. Mais cette alerte-là, elle doit être équilibrée aussi par d'autres aspects de la vérité. Enfin bref, c'est une longue discussion, mais toujours est-il que les algorithmes doivent être rendus publics. La justice doit être intégrée pour éviter qu'on continue ces chasses à l'homme telles qu'elles existent, ou ces manipulations d'élections et ces manipulations d'opinion publique, ou ces faux sondages, etc. Je pense que là, il y a un travail très concret, on sait comment faire, il faut mettre les moyens, il faut une volonté politique, il faut aller de l'avant pour permettre à ce que la vérité puisse triompher. Et là encore, il y a des exemples dans l'histoire de France où la presse était interdite, on l'a rendue publique, on a rendu la possibilité aux journalistes de donner des faits, de les vérifier, de protéger leurs informations. Ça, c'est un travail gigantesque qu'il faut faire maintenant au niveau mondial et au niveau de l'économie digitale. OK, donc merci beaucoup. La vérité. Merci, chef, pour ton intervention. Okay. Si je puis me permettre, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de parler de la confiance dans la vérité, en disant que dans le monde médical, finalement, il n'y a pas de problème, nous faisons des diagnostics, on fait un traitement. Or, on assiste à l'heure actuelle, comme vous le savez, à une situation un peu différente, c'est-à-dire qu'on mélange science et recherche. Il y a sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision ce qu'on pourrait appeler globalement des vérités alternatives. Moi, je pense que, etc. Les gens ne s'y retrouvent pas du tout. Et ça va beaucoup plus loin parce que nos étudiants en médecine ne s'y retrouvent pas non plus. On leur a appris que la médecine était quelque chose de factuel. Or, en réalité, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette foire d'empoigne? On ne sait plus à qui se fier, etc. C'est un énorme problème. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je crois cette discussion aussi extrêmement importante. C'est l'intérêt de notre période actuelle où on prend conscience de plein de choses. Et en particulier, on prend conscience qu'il faut sortir d'un certain scientisme. Scientisme, positivisme, qui étaient eux-mêmes arrimés à des visions du monde, à des épistémologies qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, c'est des vrais sujets. Quelle est la bonne épistémologie? Quelle est la bonne vision de l'homme qui permettent une vraie médecine et une vraie relation à la vérité, du bon diagnostic et du bon traitement?
Voilà, c'est pas comment dire, une discussion qu'on peut régler là maintenant, mais ce qui est important, par contre, c'est d'essayer de poser des frontières pour éviter comment dire, ce que moi j'appelle la propagande ou les vérités alternatives, ce dont on sait que c'est au-delà de toute conceptualité, quoi. C'est ça qu'il faut commencer déjà par éviter. Et particulièrement dans les périodes de crise où les gens se rattachent au premier bonimenteur venu. Donc voilà, il y a un travail énorme qui nous attend, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, pour sortir du scientisme, il faut réintégrer une vision de l'homme où la conscience humaine, c'est pas les cellules du cerveau ou les synapses du cerveau. La conscience humaine est bien plus large, bien plus profonde, bien plus complexe. Il faut prendre l'être humain comme corps, âme et esprit. Ça, c'est un travail gigantesque qui nous attend et qui demande, là encore, une discussion mondiale. Si on n'accepte pas de changer de cette épistémologie, de revenir à une vision plus profonde de l'être humain, bah, là, on sera de moins en moins capable d'affronter cette explosion sur les réseaux sociaux de toutes les demi-diagnostics et les demi-vérités. Bien, merci beaucoup. Yves, je vais te passer la parole pour que peut-être clore cette discussion, puis annoncer la prochaine conférence. Est-ce que je peux poser une autre question avant Oui, vas-y, Cheikh. La question que je voulais poser aux conférenciers, c'est mais d'où va venir le déclic? C'est ça, en fait, le problème. D'où viendra le déclic? Parce que quand on voit l'histoire récente, prenons l'exemple des États-Unis. On sait la guerre en Irak. Il y a eu une formidable manipulation de la vérité et de l'opinion publique. Dans beaucoup de pays, il y a également cette lutte contre la vérité. Dans les réseaux sociaux, c'est la même chose. Alors, d'où peut venir le déclic? C'est la grande question. Merci. C'est la question que je posais tantôt. Hein? Qu'est-ce que ça prend pour déclencher? Je prétends pas que je peux répondre à moi seul à cette vaste question, mais ce dont je suis convaincu, c'est que chacun a sa place, a sa part dans cette évolution de la conscience planétaire. En gros, c'est ça. Et que chacun prenne conscience qu'il a sa part et que chacun comprenne aussi que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme disait Rabelais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si notre époque est en train de traverser une crise profonde, écologique, politique, sociale, etc., c'est précisément parce qu'elle a perdu ce que la Renaissance avait apporté de meilleur, à savoir qu'il faut tenir ensemble la science et la conscience. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe de mettre cette question de côté, cette question qui est très exigeante parce qu'elle demande à chacun justement de faire ce travail sur soi-même, y compris avec ses conséquences de qu'est-ce que c'est que la sobriété dans un monde où on comprend qu'il faut un développement durable. Bon, on peut en parler très longtemps de ça. Donc ça c'est exigeant comme question, mais c'est juste indispensable. Voilà, donc c'est ma réponse. Ça dépend de chacun de nous. C'est exigeant et je crois que, bien entendu, les intellectuels, les spirituels de toutes les traditions de la planète ont un rôle normalement privilégié, mais dès lors qu'ils travaillent ensemble, qu'ils dialoguent. S'ils font chacun dans leur coin leur propre recherche, on n'arrivera à rien. Alors, Yves, il y a encore une question. Il y a Grace Bolly qui a levé la main. Ah, oui. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, tu peux donner le micro à Grace. Oui, je lui ai donné. Oui, je suis là, merci. Voilà. Bonjour tout le monde. Depuis Kinshasa. En fait, c'était un petit commentaire. Je remercie l'orateur pour la profondeur du sujet. Mais j'avais une petite réflexion à faire en me disant ceci. Vous ne pensez pas qu'en fait, la justice
est avant tout une affaire de convention des hommes et que pour certains, ça pourrait donner l'impression d'être une imposition. Et je pense que le tout, justice, égalité, un monde meilleur, un monde sain, devrait se centraliser sur la dignité humaine. Et cette dignité humaine devrait se baser sur le respect des valeurs de chaque continent, de chaque pays, parce que je me dis qu'il est important, comme tout à l'heure, la question qui a été posée par mon confrère tout à l'heure. En fait, si on tient à un monde meilleur, vous ne pensez pas qu'il faudrait savoir ce qui est meilleur pour les contrées, ce qui est meilleur pour les pays? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est l'idéal pour eux? Et justement, cette convention-là, ensemble, de savoir ce qui est idéal pour les uns, pourrait justement pouvoir converger vers un monde assez harmonieux. Parce que lorsqu'on a des conventions en estimant que tel élément est une valeur, tel autre ne l'est pas, alors que c'est peut-être le contraire pour un continent, et donc on va arriver à tous les maux qui nous empêchent justement de partager le même air. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, on est dans le même monde, on partage les mêmes mots. Ce n'est qu'une question de temps, parce que tout tourne autour. Je pense qu'il faudrait arriver à un monde où on écoute ce que les autres pensent. On écoute comment ils établissent leur justice, leur vérité, le bien-être pour eux. Qu'est-ce que c'est? Et on essaie d'adapter parce qu'en fin de compte, on a toujours le besoin les uns des autres. C'est une réflexion à haute voix que je voulais un peu faire avec vous parce que, voilà, aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, comme on le dit, la loi des... économiquement, ceux qui sont plus imposants imposent. Mais en fin de compte, ce sera un cercle vicieux. Et cette pandémie, je pense que c'est pour moi, je dirais cela, pour moi, c'est un élément positif dans le sens où ça nous réveille aujourd'hui, ça nous réveille notre conscience personnelle en nous disant que finalement, on partage le même monde et donc on a le devoir de comprendre ce que le voisin veut et vice-versa pour qu'on vive en équilibre. Voilà un peu, c'était un petit commentaire que j'avais à émettre par rapport à ce beau sujet tellement pertinent. Merci beaucoup. Merci, madame. Je vous remercie pour ce commentaire que je trouve très sage et très complémentaire par rapport à ce que j'ai dit moi-même. Je partage complètement votre idée que cette justice doit s'appuyer sur la dignité humaine et que cette dignité humaine doit en même temps être saisie selon les valeurs des différentes civilisations et traditions de la planète. Je partage complètement. Ça passe effectivement par un dialogue entre les civilisations, entre les nations, entre les cultures religieuses, qui pour moi s'appelle le dialogue œcuménique au sens interconfessionnel, interreligieux, interconvictionnel. Ça, c'est juste indispensable et c'est pour ça qu'il faut. Mais c'est nécessaire de formaliser tout ça pour accéder au niveau du droit. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à accéder au niveau de droit et qu'on reste au niveau de la parole, de la discussion, eh bien, on ne peut pas changer les institutions. Et là, effectivement, c'est toujours le droit du plus fort qui l'emporte. Par contre, quand on arrive au niveau du droit et qu'on accède du coup au niveau de la justice, alors les exemples historiques dans le passé montrent que, pour le coup, c'est la justice associée au bien qui triomphe. Donc voilà, je dirais que c'est assez urgent qu'on fasse ce travail de dialogue écuménique pour vaincre les enjeux inimaginables que nous avons à traverser dans les 30 prochaines années. Bien, écoutez, sur ces quelques mots, je ne sais pas, j'ai tenté dans une phrase, à partir de mots-clés que le professeur Antoine a dit, à partir de commentaires de tous et chacun, je pense que le succès ou l'étape suivante, ce serait de reconnaître les déséquilibres qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que ces déséquilibres-là reposent sur des vérités et non pas sur des opinions. Ces déséquilibres-là reposent sur des faits et si on les reconnaît, ben, je pense que ça va déclencher l'intérêt à faire le bien et puis à les combler et à faire en sorte que tous et chacun puissent avoir les mêmes chances de succès, les mêmes chances de vie, les mêmes opportunités à se
à se compléter soi-même. Donc, oui, Étienne, tu veux dire quelque chose? Non, simplement tu annonces. On va remercier Antoine. Oui, ben c'est ça. Donc, Antoine, un énorme merci parce que c'est une discussion auquel plusieurs réfléchissent, mais on l'a eu à un autre niveau. Donc, merci énormément. On n'a pas pensé de te demander si tu étais d'accord pour qu'on fasse l'enregistrement. Cet enregistrement-là est fait, mais il va être déposé sur le site YouTube. Donc, si tu es d'accord pour qu'on t'ait enregistré et qu'on dépose la conférence sur YouTube, ça va être fait au cours des prochains jours. Très bien, très bien. Merci à vous. Et si vous pouvez mettre en même temps que ce que je dis le PowerPoint pour que les gens puissent y avoir accès. Oui, tout à fait. C'est encore mieux. Et donc, merci à vous de m'avoir donné cette tribune mondiale pour parler de ce bouquin que je recommande à chacun de lire, Voter Fraternité. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Et ceux qui passeront à Paris le 29 janvier seront les bienvenus au Collège des Bernardins. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, juste une petite anecdote comme ça. Hier, j'étais à Paris et je suis allé me balader, autour de Notre-Dame et j'ai vu le Collège des Bernardins. Et donc, je ne savais pas. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai appris quelque chose hier. J'en profite pour vous annoncer la prochaine conférence qui va avoir lieu le jeudi 28 octobre. Donc, dans exactement 2 semaines, une conférence avec nos collègues de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Et le thème de cette conférence, de cette visioconférence-là, c'est l'échographie pour les femmes enceintes. Donc, jeudi, le 28 octobre, 10h30, heure du Canada, donc ça veut dire temps universel, 14h30. Sur ces quelques mots, merci à vous tous. Et la suivante également, pendant qu'on y est. Oui, bougez pas. Oui, je vais aller à la suivante. Bougez pas, donnez-moi une petite seconde. La suivante, c'est le 18. C'est le 18. Voilà, je vais te le dire, je m'excuse. Le 18 novembre. Et c'est un tout autre sujet. C'est Jean Sibilia, qui est le doyen de la faculté de médecine à Strasbourg, qui va nous parler d'une faculté de médecine durant la crise de COVID. Quelle expérience! Et donc, c'est une conférence qui va être extrêmement intéressante parce que Jean Sibilia est un doyen et avec une très, très grande expérience et aussi un grand humaniste. Donc, ça devrait intéresser beaucoup les gens. Merci à tous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.